Du jour au lendemain avec Robert Pinget, Alain Weinstein. Bonsoir. Robert Pinget fut rétif, puis réticent, à l'idée de parler de ses écrits à la radio. J'ai essuyé avec lui beaucoup de refus, jusqu'à ce que Jérôme Lindon parvienne à le convaincre d'essayer. Rendez-vous fut pris aux éditions de Minuit, et l'entretien put avoir lieu à la condition expresse que si Robert Pinget n'en était pas satisfait, il ne serait pas diffusé. Je ne sais pas si Robert Pinget en fut satisfait, mais il ne s'opposa pas à la diffusion de ce qui devint une série de 3 entretiens programmés dans Nuit Magnétique au moment de la publication de Monsieur Songe en mars 1982. Quelques moments de cette série vont être rediffusés ce soir à l'occasion de la réédition de Monsieur Songe, suivie du Harnais et de Charrue en poche aux éditions de Minuit dans la collection Double. J'ai considéré que ce n'était pas un roman, étant donné que mes romans sont toujours construits d'une façon très très rigoureuse et d'un seul tenant, vous voyez, tandis que ça a été écrit en plusieurs années. C'est une suite de petites histoires qui, effectivement, relatent toujours les aventures d'un monsieur, de Monsieur Songe, de sorte que cela fait un tout pour finir. Mais je n'ai pas voulu l'intituler roman à cause du fait, justement, que je ne l'ai pas structuré comme je fais d'habitude, vous voyez. Ce qui ne signifie pas du tout que je le considère comme un mauvais livre. Au contraire, je l'aime énormément et j'espère qu'il plaira au public, car il est facile à lire, je crois. Et pourquoi avez-vous appelé ce personnage qui donne au livre son unité, Monsieur Songe ? Alors, le nom de Monsieur Songe apparaît dans Gralflibuste, il y a donc 30 ans de cela. C'est un des paragraphes de Gralflibuste. Et c'est un personnage que j'aime bien, qui est un naïf, et que j'ai repris pendant une vingtaine d'années, pendant les récréations de mes bouquins plus difficiles. C'est un personnage que j'aime, et puis voilà, c'est tout. Vous voulez dire qu'il n'a pas les pieds sur terre ? Alors oui. Effectivement, il ne les a pas tout à fait sur terre. En effet, c'est un rêveur. C'est un rêveur. C'est un rêveur qui a sa vie derrière lui. Il est retraité. Oui. On le présente comme un vieil original. Il habite le Midi et il vit seul avec sa bonne, oui, qui est aussi un personnage important du livre. Et puis, il a une nièce et des neveux et des amis lointains. Oui. Mais au fond, son existence est une existence de grande solitude, d'ennui, de conversation ininterrompue avec Sosie, sa bonne. Oui. C'est aussi un drôle de nom, Sosie. Oui. C'est probablement qu'elle lui ressemble étrangement, enfin... C'est pour ça que je l'avais appelée Sosie. Elle ressemble beaucoup à son patron. Il rabâche toujours un petit peu la même chose. Et ils ont à peu près les mêmes tracas, les mêmes soucis, les mêmes petits espoirs encore qui leur restent. Alors comme... il s'ennuie beaucoup dans cette existence de retraité désœuvré. Il va s'inventer des histoires à partir de ce rien qu'est sa vie, à partir du néant des conversations quotidiennes, de l'existence falote. Et au fond, il devient le récitant. Il prend votre place. Ma foi, je ne sais pas si... Il prendrait ma place, effectivement, je ne suis pas encore gâteux, alors que lui, je crois un peu. Mais effectivement, il prend ma place. Enfin, je me suis mis, disons, tout à fait à sa place pour essayer de raconter les petites choses de son existence, quoi. Mais il s'en faut d'un rien pour qu'on puisse dire que c'est un écrivain. Il écrit son journal. Je ne sais pas s'il est écrivain, le pauvre homme. C'est une tâche qu'il dépasserait peut-être un peu, mais il écrit son journal et
il s'y donne beaucoup de peine. Et il est tout content qu'interviennent des petites choses dans sa vie pour le débarrasser de ce journal. Par exemple, les visites de sa nièce, les séances au bistrot, etc. etc. Le marché. Et le marché, avec son cabas. Cabas toujours vide. Et oui, il ne peut pas se décider, il ne se décide jamais à acheter quoi que ce soit, et il rentre avec son cabas vide. Alors, sa nièce ou sa bonne vont faire le marché après lui, et les personnes du marché qui n'ont pas vu Monsieur Songe ce jour-là disent « Ah ben, Monsieur Songe vient de passer ». Et alors, on suppose qu'après sa mort, car un enterrement a vite confondu avec un autre, les gens, n'ayant pas vu Monsieur Songe, voient passer la bonne ou la nièce et disent « Ah ben, Monsieur Songe vient de passer ». Alors, ça serait sa survie ici-bas. C'est merveilleux. Au fond, Monsieur Songe, c'est un faux semblant. Un faux semblant de quoi? Un faux semblant d'existence humaine. Non, il existe bel et bien. Il existe sur le papier. Je sais pas, vous croyez? Ce sera au lecteur de dire s'il existe que sur le papier, mais il le dit volontiers. Il dit lui-même que sa vie ne se résume qu'à écrire son journal, mais il lui arrive quand même d'autres petites choses que d'écrire, et je crois que c'est un personnage qui, malgré qu'il n'ait pas tout à fait les pieds sur terre, c'est bien un personnage en chair et en os. Le lecteur doit pouvoir s'y retrouver très très facilement, quoi. Il me semble qu'il est présenté comme un homme sans passé, à la différence de n'importe quel autre homme de la vie. Il n'a pas de passé. Sa vie, ça s'aventure de page en page, mais avant la première page, il n'y a rien. Et pour moi, il a un passé de 30 ans, puisque je le connais depuis 30 ans, ce bonhomme. Alors, je ne pensais pas que le lecteur pouvait supposer qu'il n'en est pas. Pour moi, il a un passé, de toute façon, il a un passé de 30 ans, puisque je l'avais découvert dans Graal Flibus, déjà. Alors, je ne sais pas, voilà encore une question que le lecteur pourra résoudre lui-même. C'est quand même quelqu'un de très fragile. Ah oui, de toute façon, oui. Qu'on ne peut pas vraiment tenir dans ses bras. Je ne pense pas qu'il y tienne non plus. C'est comme un songe, cet homme. Oui, c'est un personnage un peu exsangue, si vous voulez. Mais moi, je le considère comme véritablement existant. Mais peut-être que je me trompe, dans le fond. Je n'ai fait que traduire ce qu'il m'a demandé d'écrire à son propos. Parce que j'ai relevé cette phrase, des gestes que l'on voit et des mots que l'on entend doivent suffire à évoquer le drame, si drame il y a. Oui. Il y a peut-être un drame tout au fond. Pourquoi pas? Mais effectivement, on ne parle pas du drame qu'il y a eu dans l'existence de Monsieur Songe. Il est extrêmement discret sur son passé. Il est très discret toujours, mais ça ne signifie pas qu'il n'en ait pas, encore une fois, et qu'il n'ait connu des heures dramatiques. Mais c'est un rêveur et en même temps un homme assagi et très philosophe. Il habite la campagne. Mais quand vous dites si drame il y a, quel drame peut-il y avoir? Mais tous les drames qu'il peut y avoir dans une existence, enfin, tout le monde sait ça. Il y a des drames épouvantables dans une existence, c'est celle de tout le monde. Mais comme il n'en parle pas, vous supposez qu'il n'y en a pas eu. Moi, je crois qu'il y en a eu. Mais étant donné qu'il ne désire pas qu'on en parle, eh bien, moi, je n'en ai pas parlé. Et pour lui, le plus grand drame, est-ce que ce n'est pas d'être à la merci des mots de l'écrivain? Il est possible que ce soit un de ces drames. Oui, ça, vous avez raison, je dois dire. Oui, oui. Parce que sa vie, telle qu'elle apparaît dans ce livre, elle tient dans un jeu d'écriture.
à propos d'ailleurs d'un oncle, sa bonne lui dit « Et vous avez le même caractère et les mêmes manies, amour des phrases, désamour des gens. » Oui, bon, ben, si vous voulez absolument qu'il ne soit que ce reflet de son écriture, moi je veux bien. Mais moi, je ne fais qu'essayer de retraduire ce qu'il me suggère. Je l'entends bafouiller continuellement depuis très très longtemps. Et pour moi, je considère qu'il a d'autres existences que celle d'écrire. Il dit volontiers, c'est vrai, qu'il n'a d'autre existence que celle d'écrire son journal, mais c'est une espèce de coquetterie, je crois. Il a beau être un rêveur, il doit avoir pas mal de coquetterie, ce vieux monsieur, j'ai l'impression, non? Pas. Tout ce qu'on peut dire ou signifier ne m'intéresse pas, a-t-il écrit un jour, mais la façon de dire. Et à ce titre, ce monsieur Songe, philosophe des riens et de la façon de les dire, pourrait avoir reçu pour rôle d'exprimer une sorte d'art poétique. Alors ça tiendrait plutôt au narrateur lui-même, c'est-à-dire à l'écrivain, ou disons à moi-même, qui ai beaucoup travaillé ce livre, c'est entendu. Il est très 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 travaillé, il n'en a pas l'air, de sorte qu'on pourrait y voir une espèce de résumé de tout mon travail, ou d'art poétique, c'est un bien grand mot, mais ça tient à mon travail à moi, à ce moment-là. Vous voyez, Monsieur Songe, eh bien, il est le sujet de l'histoire, mais l'art poétique, comme vous dites, ce serait, ma foi, ce serait plutôt celui du narrateur ou de l'écrivain, quoi. Oui, mais art poétique, je note jusque dans une espèce de, disons, haine de la poésie, enfin en prenant le mot poésie au sens plus large, parce que justement, si il ne parle pas d'écriture, il parle aussi de sa défiance vis-à-vis des mots, ce monsieur Songe. Oui. Il note que le langage, par exemple, est ennemi du réel. Il parle aussi de jeux stériles. Il dit « Il est grand temps que j'abandonne ces jeux stériles et que je me rabatte sur l'action pure et simple. » Oui. Et ça, c'est tout de même un grand problème auquel les écrivains ont été confrontés depuis toujours. Bon, on ne va pas rappeler la règle du jeu de Léris, le problème de l'écriture et de l'action. C'est un problème qui, à cette époque-là, j'imagine... Oui. Vous a traversé aussi. Vous voulez absolument me faire dire que Monsieur Songe, c'est moi. Si ça vous fait plaisir, je veux bien, mais enfin, encore une fois, je le vois comme une personne différente de moi, vous voyez. Quant à la défiance de la poésie, il faut toujours penser que Monsieur Songe, quoique vieux et revenu de toutes choses, joue beaucoup de l'ironie et de l'humour. Alors il faut faire attention lorsqu'il dit « méfiez-vous de la poésie », si quelqu'un vous parle poésie, vous lui faites écho immédiatement, mais s'il vous en débite, alors c'est une autre affaire. Ça, c'est par humour, c'est parce qu'il l'aime énormément. Les choses que l'on aime énormément, il est normal qu'on se méfie de la façon dont on les aborde, voyez-vous. Alors Monsieur Songe adore la poésie et il ne voudrait pas qu'elle devienne une chose mal dite, mal faite, mal comprise, mal abordée. Alors il joue beaucoup, car il lui est resté au moins de l'humour, sinon de grande force de travail, et il faut se méfier un petit peu de ce qu'il dit, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Oui, je crois pas. Mais cette ironie et cet humour, effectivement, qu'on retrouve presque à chaque page de ce livre, c'est beaucoup plus la vôtre que la sienne. Mon Dieu. Oui, puisque en définitive, c'est moi qui ai écrit. Bon. Il y a quand même quelque chose de grave dans cette question d'écriture, en dehors de la défiance, parce qu'un jour, il confie il s'agit de donner forme à ma terreur du silence.
Chronique des riens qui se murmurent ailleurs. Assumons notre insuffisance. Enfin, je cite là en prenant des phrases un petit peu au hasard que je rapproche arbitrairement. Oui. Et rédigé au jour le jour avec autant de grâce qu'il se pourra, tant pis pour les inconséquences, j'abandonne tout au hasard. Et il dit même, mais si j'étais le hasard. Alors là, vous n'allez quand même pas me dire que c'est pas un art poétique ou un manifeste littéraire. Ben, si vous voulez. Mais je voudrais pas qu'on le prenne trop au tragique, tout ça. C'est une chose qui est dite toujours d'une façon drôle, humoristique. Mais bien sûr que l'humour cache toujours une vérité grave. En l'occurrence, ce serait celle de l'écrivain aux prises avec son travail depuis fort longtemps. Alors à ce moment-là, il faut prendre un air tragique. Mais moi, je refuse de parler comme ça. Non. Enfin, je mets l'accent un petit peu sur les difficultés du travail d'écrivain, d'accord, mais je ne veux pas qu'on les prenne au tragique, surtout pas dans ce petit livre-là qui doit faire rire et qui doit amuser les gens en vacances, voilà. Donc, mais je ne peux pas vous donner tort, bien entendu. Mais vous me prenez comme ça de court, hein, on n'a pas préparé notre émission et... Mais la terreur du silence, c'est quand même la quelque chose. La terreur du silence, ma foi, c'est un petit peu celle de toute personne qui vit solitaire, voyez-vous. Et je crois que c'est une chose que chacun connaît. Hein. Même les écrivains surtout les écrivains, oui. Pour les écrivains, ce silence, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le néant. C'est le néant. Et... on ne va pas se laisser prendre par le néant, il y a tout de même autre chose. Mais il nous guette, bien sûr. Alors on écrit. Et M. Songe écrit contre le néant, justement. Pour exister, pour être quelqu'un, il a besoin des mots. Oui. Continuez, allez-y. Il la pose lui la question, mais si j'étais le hasard, et évidemment il donne pas de réponse, mais vous avez peut-être une réponse. Moi non pas du tout, parce que Monsieur Songe raisonne très très mal, il le dit chaque fois, ou le narrateur le dit chaque fois, il raisonne très mal, il lui vient tout d'un coup des idées comme ça, il dit le hasard, mais si j'étais le hasard, alors ça le trouble énormément, et il ne peut pas répondre, il ne sait pas. Il est peut-être lui-même le hasard. Alors c'est une chose énorme, catastrophique, d'accord, mais là il s'arrête. Il dit je raisonne trop mal pour en parler. Alors je ne veux pas en parler à sa place, tout de même. Ce ne serait pas le jeu. Tout à l'heure on notait que pour lui, parfois, quand il est un peu dépressif, le langage est ennemi du réel. Et je crois que dans ce livre, comme dans vos autres livres, et en particulier Mahut ou le matériau, est posée la question de l'écriture et du réel. Car le réel, pour être saisi, demande tant d'imagination, ça je le cite, oui. Lui, mais je vous cite vous aussi, car le réel, pour être saisi, demande tant d'imagination que l'exercice seul, une tension sans défaillance, peut en venir à bout. Et dans une autre page, le problème est posé par rapport à la vérité, et non plus par rapport au réel. Écrire, c'est opter pour le mensonge, qu'on le veuille ou non. Et il vaut mieux en prendre son parti pour cultiver un genre vrai, lequel s'appelle littérature et vise à toute autre chose que la vérité. Oui. Mais je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça en quelques mots, c'est difficile. Ben, prenons notre temps. Mais qu'est-ce que vous voudriez me faire dire quoi? Mais ça m'intéresse, cette question de la réalité, du réel, de la vérité et de la littérature. Mais le réel pour un poète, car il faut bien prononcer le mot de poésie, on ne peut pas en faire fi, c'est impossible. La réalité se trouve être dans les mots.
Et ce n'est que parce qu'il formule parce qu'il formule ses impressions, ses sensations, que le poète atteint au réel. C'est par le truchement des mots, c'est en composant des phrases, en faisant des vers qu'il arrive à toucher le réel et à se dire « Ah mais oui, à ce moment-là, bon, j'ai existé, j'ai été quelqu'un, j'ai été une personne, mais sans les mots, il n'aurait rien pu être du tout. Il n'existe que par ce qu'il fait, que par ce qu'il écrit. » Alors, c'est peut-être le cas de Monsieur Songe, je veux bien. C'est en tout cas, c'était mon cas depuis toujours. Je ne peux pas respirer sans écrire, sans poétiser, sans faire de la poésie, car mes romans, en principe, sont de la poésie. Alors, pour moi, le réel, il passe d'abord par une certaine formulation, et on s'aperçoit après coup qu'on est passé à côté de la vie, et puis que le réel, pour le poète, c'était autre chose que la vie. Il a exalté la vie dans sa poésie, mais sa réalité à lui, ce sont les mots, c'est la poésie. C'est-à-dire encore un songe? Alors là, je dis non. Je dis non. Je dis que pour le poète, la seule réalité, c'est la poésie, ce sont les mots, l'agencement des mots, enfin, on retourne à Mallarmé. C'est ça, sa réalité, sa vie. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce qui peut lui survenir dans la vie quotidienne, la vie courante, ne l'intéresse que fort peu, ou pas du tout. Sa réalité, c'est le travail sur les mots. Alors bon, ça a été mon cas pendant très longtemps, puisque j'écris depuis 30 ans. Alors vous voyez, Monsieur Songe me ressemble beaucoup. Bon, d'accord. Je continue l'art poétique parce que bon. Mais ça me fait très plaisir. C'est un très grand mot, c'est merveilleusement beau, l'art poétique. Et je n'ai pas pensé en écrivant Monsieur Songe faire un art poétique. Oui, mais étant donné qu'il vient après beaucoup de livres sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, il doit y avoir quand même, malgré tout, une espèce de résumé de tout ce que j'ai pensé sur mon travail d'écrivain. Oui. Je vous rappelle quand même la phrase de Monsieur Songe, les sujets prometteurs sont toujours les moins bons, se contenter de ceux qui ne promettent rien, on en tire parfois quelque chose. Oui. C'est peut-être pas par hasard qu'elle est là quand même, cette phrase. Non, d'accord. Alors disons que, puisque vous le voulez bien, j'ai pu tirer quelque chose de ces tout petits riens ayant rapport à Monsieur Songe et à sa rêverie continuelle. Oui, bon, d'accord. Ouais. Il y a une chose qui est très importante, qui est encore une constante dans vos livres, et dans celui-ci et Mahut, c'est le plaisir. Parce qu'un autre jour, Monsieur Songe dit « Je suis redevenu un homme qui parle pour le plaisir », et justement, dans une note, vous précisez « Monsieur Songe a toujours confondu parler et écrire ». Oui. Bon, ben, pourquoi pas. Oui, mais alors justement, cette phrase que vous citez, moi, je l'utiliserais d'une autre façon. Je dirais simplement que, alors à ce moment-là, du point de vue de mon travail à moi, j'ai écrit ce livre comme un divertissement, donc avec un grand plaisir et sans beaucoup de soucis, ni de logique, ni de quoi que ce soit d'autre. Et c'est pourquoi je n'ai pas pu l'intituler roman, où j'ai en général beaucoup de travail sur la structuration du livre, etc. Alors, j'utilise cette phrase à mon profit et je dis oui, ce livre m'a fait un immense plaisir et je le souligne pour le lecteur qui ne doit plus du tout se casser la tête à se demander qu'est-ce que ça signifie, parce que là, il n'y a aucune espèce de raison qu'il se casse la tête. Je crois que le livre est très très simple, enfin, il est... Toute la profondeur est en surface. Voilà. On dirait une Valérie alors. Mais
il tranche avec ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Mais alors, il rejoint, vous avez raison de parler de Mahut, qui est mon premier livre, c'est pourquoi mon éditeur a fait ressortir le livre. En même temps, il rejoint une façon d'écrire plus, comment dire, plus insouciante. Hein? Voilà. Le rapport que je puis trouver avec mon premier bouquin, mon premier roman. Le dernier texte s'intitule Conclusion, Ouais. ce qui prouve que quand même c'est construit ce texte. Non, il n'est pas construit. C'est-à-dire que j'ai choisi les morceaux que j'ai écrits pendant une vingtaine d'années, et puis que j'ai rajouté à la fin, un morceau qui pouvait s'appeler Conclusion. Oui, il y a 5 textes plus une conclusion, Oui. et chaque fois le titre de l'histoire, Oui. du texte, est suivi d'une épigraphe Oui. signée Monsieur Songe. Oui. Et pour la conclusion, l'épigraphe, c'est La belle époque. C'est une exclamation. Oui. Alors il se trouve que dans ce texte-là, Monsieur Songe va rencontrer la parole du dehors sous la forme de 2 personnages féminins qui sont d'ailleurs de vieilles connaissances à lui. Il y a Mademoiselle Lorpailleur qui, elle, parle un langage d'époque, c'est-à-dire de notre époque, et elle part dans un exposé où il n'est question que de signifiant, signifié, etc., etc. Et puis, il va rencontrer Louise Bottu, l'autre personnage féminin, qui, elle, parle un langage qui est plutôt un langage éculé, qui est celui de la poésie poétisante. Et pour vous, la conclusion dans les 2 cas est la même. Ah, ces femmes n'ont pas fini de nous étonner. Et je me demande si l'un et l'autre langage proposé ici ne sont pas, pour vous, des impasses. Et quelle impasse vous proposez pour en sortir? Alors, Monsieur Songe dit lui-même que pour prendre une impasse, il faut en prendre une autre. Mais en l'occurrence, je tiens fermement pour Louise Bottu. La poétesse. La poétesse qui a un langage de communiante et qui parle poésie, petits oiseaux, fleurs, printemps. Je tiens fermement pour elle et je serais bien fâché que le lecteur se méprenne et croit que je le mets sur le même pied que Mademoiselle Lorpailleur, que je n'aime pas du tout. Non, moi je suis pour Louise Bottu 100%, alors tout à fait. Donc pour le pour moi, passé. c'est pas une impasse. Pour le passé. C'est pas le passé, la poésie, c'est pas le passé. Ben, cette poésie-là, si, les couchers de soleil. Oui, Monsieur Songe en parle comme ça, mais il ne le prend pas ironiquement, là. Il est très attendri. Il est très attendri là-dessus. Et c'est pour faire contraste justement avec le langage de Mademoiselle Lorpailleur qu'il a pris le contre-pied et parlé de ces fleurettes. Mais en tout cas, moi, je suis tout à fait du côté de Louise Bottu, pas du tout le langage qui serait démodé, non, mais du sentiment, de l'exaltation de la personnalité devant la nature, devant la beauté de la nature. Alors à ce moment-là, je serais tout à fait pour Louise Bottu, pour la poétesse. Malgré le fait qu'effectivement, ce soit dit sur un ton humoristique, mais je crois très attendri. Alors vous n'avez pas découvert la tendresse, c'est dommage. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un poète du roman, mais vous n'écrivez pas de poèmes comme cette demoiselle, quand même. Oh, mais j'en ai écrit des tonnes. Vous ne les publiez pas? Oh, mais autrefois, quand j'étais jeune, j'ai écrit des tonnes de poèmes. J'en ai publié quelques-uns, mais enfin, c'est absolument inconnu. Non.
j'écrirai pas tout à fait comme Louise Botus, entendu, mais enfin, pour moi, la poésie passe avant tout, bien avant le roman et quoi que ce soit d'autre. Alors, vive Louise Botus. Et Monsieur Songe aussi, bien sûr. Mais son exclamation, la belle époque, vous la faites vôtre? Ben, là, un petit peu, oui, je dois le dire, effectivement. On retourne à cette atmosphère de Mahut ou le matériau, où Latiraille écrivait son roman sans autre souci que de s'amuser, que de faire parler autrui, et sans grand souci de technique. Alors oui, là, je me dévoile un petit peu et Monsieur Songe dit un petit peu ce que je pense. C'était la belle époque, oui, ça c'est vrai, d'accord. Robert Pinget, en 1982, dans Nuit magnétique, Monsieur Songe, suivi du Harnais et de Charrue, est réédité en poche aux éditions de Minuit dans la collection Double.